Je suis Rachimini Malam Moumouni. Je suis du Togo et je suis gestionnaire de projets de programmes de développement. Je suis spécialiste genre, j'accompagne les organisations locales et internationales sur des projets d'accès élargi aux services de planification familiale et d'avortement sécurisé. Je suis écoféministe et initiatrice de projets de transformation sociale comme les projets Nutri-Tous et Femmes et Environnement. Je ne sais pas si on aura le temps d'entrer en détail. Et je fais mes pas dans la recherche scientifique, notamment avec ma collaboration sur la rédaction du rapport de recherche sur la situation politique au Sahel et son impact sur les autres pays. L'objectif du projet est d'abord de lutter contre la précarité menstruelle et l'impact écologique des serviettes hygiéniques non réutilisables. Donc, nous avions sensibilisé les femmes du marché parce que je pense qu'elles représentent un pourcentage élevé. Beaucoup de femmes se retrouvent au marché, soit pour leur activité génératrice de revenus, soit pour acheter, soit pour faire les courses. Donc, on a pensé que faire cette sensibilisation dans le marché va impacter plus de femmes et de bouche à oreille vont pouvoir transmettre aussi le message. Donc, nous avons fait un éco-jogging justement pour rappeler l'importance de prendre soin de soi et de prendre soin de son environnement par le ramassage des déchets qui traînent et leur dire que le fait que ces déchets traînent dans les marchés entraîne les inondations, le temps de pluie. Et nous avons aussi sensibilisé sur l'impact sur leur santé des serviettes hygiéniques non réutilisables et leur avons montré comment est-ce qu'en utilisant les serviettes hygiéniques réutilisables, elles contribuent à prendre soin de l'environnement, elles contribuent à prendre soin de leur santé physique et à prendre soin de leur économie parce que sortir de l'argent chaque mois pour acheter des serviettes hygiéniques non réutilisables représente un gros budget dans notre poche. Si je devais vous parler des violences basées sur le genre, des violences sexuelles et sexistes dans mon pays, je pense qu'un aspect important serait d'évoquer les centres d'écoute que nous avons au Togo, qui font un travail remarquable, un travail formidable. Et nous manquons de centres qui puissent accompagner les victimes dans tout ce qu'il y a comme démarche médicale pour pouvoir prouver le mal qui lui est fait et pour qu'elle puisse déposer plus tard une plainte. Même dans les postes de police, l'accueil qui est réservé aux victimes ne les aide pas vraiment à parler et à se sentir en confiance. Tu arrives dans un centre de police où c'est une grande salle et chaque agent a sa table et un banc devant lui. Et dans cette salle-là, on te demande qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. C'est difficile de pouvoir parler de ce genre de choses dans ces conditions. Donc, c'est quelque chose que nous déplorons et qui décourage les victimes à pouvoir aller dénoncer. Et il faut dire que nos agents de police aussi ne sont pas assez formés sur la question pour savoir comment aborder le sujet avec la victime. Tu vas entendre qu'est-ce que tu faisais là, tu avais porté quoi, etc., etc. Ça culpabilise la victime et ça lui donne l'impression que ce qui lui est arrivé a été causé par elle. Donc, il y a ça aussi que nous déplorons énormément et notre procédure juridique aussi ne rend pas la tâche facile. C'est énormément de choses par quoi les victimes passent. D'abord, elles partent parler de la situation dans le centre d'écoute et on lui demande encore à elle d'aller dans un centre médical pour faire les soins si elle a de l'argent. Mais si elle n'en a pas, comment est-ce qu'elle fait? On lui demande encore d'aller porter plainte au centre, au niveau du commissariat. C'est ce qui fait que à chaque niveau, la victime doit parler. Et à un moment donné, elle se dit, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Il vaut mieux que je laisse tomber parce que ça lui crée une autre dépression. Et quand les agents ne sont pas formés à comment écouter, quelle posture adopter, est-ce qu'il y a une salle privée pour ce genre de choses? Tout ça fait que les victimes ne sont pas du tout encouragées à porter plainte. Et il faut dire qu'au niveau de la communauté, lorsque nous recevons ce genre de cas, nous avons réussi à
collaboré avec 2 commissaires qui nous aident énormément. Ce qui fait que lorsque nous avons un de ces cas, nous allons directement vers ces commissaires parce qu'on sait qu'on a déjà eu à faire un travail de transformation, un travail de sensibilisation sur ces 2 messieurs qui sont plus réceptifs et reçoivent mieux les victimes et traitent mieux notre affaire et avant gain de cause. Et nous avons, sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, il y a une activiste de la communauté des négresses féministes appelée Marthe Faré qui a aidé plusieurs victimes à avoir justice, à dénoncer un artiste, pasteur, etc., machin, qui a violé énormément de filles et les a muselées. Et cette dame-là a réussi à pouvoir introduire les dossiers pour que ces victimes puissent avoir justice. Le gars, il a été emprisonné. C'est vrai qu'il a été relâché. Ça, c'est aussi une des choses que nous allons parler plus tard parce que c'est compliqué. Et cette dame-là a subi de cyberharcèlement sur ses réseaux sociaux, disant qu'elle a payé les victimes pour qu'elles puissent porter plainte contre le monsieur pour de l'argent, ce qui est insensé. Mais c'est ce que le monsieur, quand il est sorti de prison, a commencé par faire sur les réseaux sociaux pour discriminer la dame en question. Et vu que nous sommes une communauté solide et soudée, nous avons pu ensemble l'aider à répondre au monsieur, à sortir des preuves des fois, pour dire voilà ce qu'il a fait. Comme recommandation face à tout ce que nous vivons au Togo, et surtout par rapport à ce qui se passe dans le Sahel et les différentes violences dont font face les populations, je pense que dans un premier temps, il serait important qu'on puisse cartographier toutes les organisations, toutes les associations qui travaillent dans ces domaines-là pour voir qu'est-ce qu'ils font, de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour mieux faire ce qu'ils sont déjà en train de faire et quel est leur résultat depuis qu'ils ont commencé et à quel changement est-ce qu'ils veulent aboutir. Là, comme ça, on saura quelle aide leur apporter, qui doit financer quoi, de quoi est-ce qu'ils ont, s'ils ont besoin de formation, à qui est-ce que nous devons nous adresser pour qu'ils puissent avoir la formation dont ils ont besoin, si c'est des ressources financières dont ils ont besoin, à qui, voilà. Et à part la cartographie, il faut pouvoir sensibiliser, former les acteurs qui interviennent dans ces régions-là et sur cette thématique-là. Et il faut dire que depuis 4 ans, nous avons l'Académie du genre et de l'inclusion sociale qui traite énormément des sujets comme le genre, les transformations sociales, les mouvements de femmes, les mouvements féministes, par où est-ce qu'on a commencé, où est-ce que nous allons, le leadership féministe, le leadership féminin, la macroéconomie, l'intersectionnalité, parce qu'il faut dire qu'en tant que femmes, nous ne sommes pas un groupe homogène. Il y a des différences parmi nous. Il faut tenir compte de ces différences-là pour pouvoir adresser efficacement chacun de nos besoins spécifiques. Et au-delà de la formation, j'ai parlé des financements, voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin de local, par exemple, pour pouvoir mieux accueillir les victimes? Est-ce qu'ils ont besoin d'un financement pour tout ce qu'il y a comme soins médicaux dont aura besoin la victime? Parce qu'il faut dire que nous avons énormément de centres d'écoute, mais pas de centres pour pouvoir aider médicalement les victimes. Si la victime n'a pas d'argent, c'est vrai, en tant qu'activiste, on peut l'aider de temps en temps, mais ça ne sera pas vraiment la même chose, comme s'il y a un financement vraiment dédié pour tout ce qu'il y a comme soins médicaux dont on doit suivre les victimes. Et à part ça aussi, vraiment collaborer avec les agents de police qui traitent ces thématiques-là. Parce qu'il faut dire que certains ne sont pas assez sensibles à la cause de violence. Ce qui fait que même dans leurs propos, même dans leurs questionnements, les victimes se retrouvent coupables de ce qui leur est arrivé. Et ça n'aide pas à la guérison. Et bon, nous avons des centres d'écoute, nous avons aussi des psychologues et psychiatres qui suivent ces cas-là. Je me rappelle quand je travaillais encore au CHU Sylvanus Olympio, c'est l'hôpital de référence du Togo. Au niveau du service de santé mentale, il y a un service vraiment dédié aux victimes. Lorsque la victime vient, on lui fait un dossier. Et lorsqu'on sent que c'est le cas de violence sexuelle, viol, etc.,
elle ne paye pas de consultation, on la suit jusqu'à un moment donné. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment dupliquer dans les autres centres de santé pour que les victimes puissent avoir au moins ce soutien-là. Donc, c'est énormément le manque de soutien médical pour les soins médicaux que moi, je déplore personnellement. Parce qu'il faut pouvoir faire ça pour avoir la preuve et continuer les autres procédures. Aussi, il faut qu'on puisse avoir peut-être le procureur avec nous qui soit assez sensible à la question pour ne pas que lorsque nous allons finir de faire notre travail, que le coupable sera enfermé, qu'il ne vienne pas payer des pots de vin et tout pour qu'on le fasse ressortir après, qu'il puisse finir vraiment sa peine et comprendre pourquoi est-ce qu'il a été là. Je pense que même dans les centres de dans les prisons, je fais simple. Dans les prisons, il faut qu'on puisse avoir une cellule pour discuter avec les auteurs de viol, pour leur faire comprendre le mal qu'ils ont fait. Et si on peut même avoir une séance où ils demandent vraiment pardon à la victime, pour qu'ils reconnaissent d'abord le mal qu'ils ont fait à la victime et lui demandent pardon, ça va vraiment aider à la guérison de la victime parce qu'elle se sentira soulagée du fait que l'autre a reconnu le mal qui lui a été fait et qu'il lui demande pardon. Je pense qu'on doit pouvoir instaurer ça dans nos prisons pour qu'à la fin de la peine, que et le violeur et la victime puissent avoir une bonne insertion sociale.